Edina. 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 Ce qui nous initiait en classe, c'était la langue française et son apprentissage. Néanmoins, le fait que les étudiants puissent à un moment donné s'exprimer dans leur langue maternelle pour aider à comprendre la langue cible, à savoir la langue française dans mon cas, eh bien pour moi c'était une richesse. Et donc je n'ai jamais interdit que dans le cadre de mon cours, on puisse parler sa langue maternelle si elle venait appuyer la langue française et qu'elle permettait une explication. Parce que moi, dans ma classe, il y avait des étudiants qui parlaient dari, le pachto, le peu, et toutes sortes d'autres langues qui m'étaient par ailleurs totalement étrangères. Mais si le besoin pour eux se faisait ressentir qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue dans le cadre de mon cours pour venir appuyer la langue cible, à savoir l'apprentissage d'une langue du français, ça ne m'a jamais semblé difficile ni inadéquat. J'ai toujours trouvé qu'il s'agissait là d'une richesse. Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une deuxième langue, troisième ou autre, se base sur la maîtrise de la première langue. Et donc, il est essentiel de valoriser la langue, puisque de toute façon, il y aura des interférences dans l'apprentissage de la seconde langue. Et donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, même s'il y a un cadre assez strict à l'école pour essayer de limiter l'usage de la langue d'origine pour ne pas créer de tensions au sein des élèves si une langue éventuellement domine. Il y a aussi des moments où les élèves peuvent parler leur langue, que ce soit par une activité, par exemple, du matin, l'activité du bonjour du matin où les élèves sont amenés à se dire bonjour, ils peuvent utiliser leur langue, ou alors c'est quelque chose de plus structuré et beaucoup plus riche pédagogiquement parlant, ce sont toutes les activités de comparaison grammaticale. Une activité que j'apprécie énormément, ça permet aux enfants d'une part de se rendre compte que leur langue a une place, il n'y a pas de supériorité de la langue française, et donc les enfants sont amenés à ce moment-là à expliquer comment est-ce qu'on dit dans leur langue ou comment est-ce qu'on écrit dans leur langue d'origine. Et puis on fait des comparaisons linguistiques. Donc concrètement, un apprentissage que j'ai fait sur les phrases négatives, les élèves sont venus individuellement au tableau écrire en français, en russe, en arabe, une phrase affirmative et puis après ça, une phrase négative. Toute la classe était amenée à essayer d'identifier quelle était la différence entre la phrase affirmative et la phrase négative, à identifier les mots de négation, et ensuite aussi à essayer de prononcer cette phrase dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors c'est très intéressant parce que pour les enfants, ils se rendent compte que le prof, qui est tout à fait un apprenant, le prof est en train d'essayer de prononcer une phrase en arabe. Évidemment, elle est mal prononcée. Et donc, je me retrouve au même pied d'égalité par rapport aux élèves. Action. Valentine, est-ce que tu peux nous lire la règle en roumain? La règle numéro 1, s'il te plaît. Lis pas trop vite, pour ça on essaye de comprendre. Rămâneți acasă dacă sunteți bolnavi. Redis-le un peu plus fort parce qu'il y a eu un peu de bruit et je n'ai pas bien entendu. Rămâneți acasă dacă sunteți bolnavi. Ok, alors dans ce que tu viens de dire, merci Valentine, il y a un mot qu'on entend aussi qui peut nous aider dans une autre langue. Yasmine, est-ce que tu as entendu et reconnu un mot que tu connaissais en espagnol? Oui. Quel mot? Casa. C'est maison. Maison, ok. Et toi, Adja, est-ce que ce mot-là, tu l'as déjà entendu dans une autre langue ou en français? Français. En français? Et c'est quoi? Quel mot tu as reconnu? La case. Case. Et c'est quoi une case? La case, c'est comme une maison, mais c'est le villageois. Maison. Oui, effectivement, une case, et en français, parfois, on utilise ça. Donc, les enfants, vous pouvez parfois essayer de comprendre des mots dans votre langue et par rapport au français. Merci. Au revoir. Je fais entrer à diverses occasions la langue des élèves en classe.
Au cours des échanges, lorsque j'introduis un nouveau mot de vocabulaire, je vais demander aux élèves, et voilà comment ce mot se dit-il en arabe, en polonais, en turc. Mon objectif, c'est que ces élèves continuent à avoir une image positive de leur langue maternelle. Je vais également introduire la langue de l'élève lorsque je me rends compte que les erreurs que les élèves commettent en français sont des erreurs d'interférence. Par exemple, les élèves turcs omettent très souvent les articles, les adjectifs possessifs. Cela vient du fait que le turc est une langue agglutinante et donc pour marquer les relations entre les mots, le turc utilise des affixes et très peu de mots fonctionnels. J'essaye en tout cas de ne pas simplement demander à mes élèves comment est-ce qu'on dit bonjour dans leur langue et j'essaie de ne pas m'en tenir à quelques mots échangés avec eux dans une sorte de reconnaissance un peu très, très ponctuelle et événementielle de leur langue. Euh, je me suis aperçu par exemple que quand on creusait un peu les choses et quand on travaillait euh, avec les langues des élèves et par les langues des élèves, la langue cible, on pouvait créer des connexions et des liens particulièrement intéressants et même passionnants. Je me suis aperçu par exemple que dans certains cas, euh, quand je demandais à certains de mes élèves arabophones d'écrire donc en langue arabe au tableau, mais aussi en phonétique pour que tout le monde puisse au moins essayer de prononcer ce qui était dit en arabe. Euh, Quand je leur demandais d'essayer d'écrire en arabe et de traduire certaines choses du français, je m'apercevais par exemple qu'il y avait des proximités, je n'ai plus d'exemple précis, mais sur la construction de certains pluriels par exemple, qui étaient particulièrement intéressants à mettre en évidence, et que par exemple, pour un élève arabophone, il était beaucoup plus facile de comprendre une construction syntaxique du français qu'un élève d'origine italienne qui parle italien et qui, lui, peut-être par la confusion des langues romanes, ne s'en sort pas. Donc finalement, quand on sort un petit peu de cette intercompréhension entre langues romanes et quand on donne une place je dirais, permanente et intéressée aux langues des élèves, alors là, on peut vraiment, je dirais, travailler et s'amuser avec les langues des élèves. La langue maternelle a une place dans ma classe. Elle n'est pas au centre de tout, mais j'estime qu'il faut quand même en tenir compte, que ce soit pour comprendre l'origine de certaines difficultés que rencontrent les enfants, que ce soit au niveau de la prononciation, que ce soit au niveau de la construction de phrases ou autre. Le fait de savoir plus ou moins comment se construit leur langue maternelle peut aider à comprendre pourquoi leur construction du français est compliquée. Mais aussi, je l'utilise énormément, et plus souvent pour ça, pour permettre de mettre en classe un climat de confiance et d'entraide entre moi et les élèves, et entre les élèves entre eux. Tout simplement parce qu'un enfant peut être tout à fait capable et avoir compris ce que je lui demande, mais ne pas être capable de me l'exprimer. Et donc du coup, s'il est capable de le faire dans sa langue maternelle, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Alors il le fait, et les autres élèves qui sont autour et qui le comprennent lui réexpliquent d'une autre manière, et donc lui peut le faire en français, ou les autres élèves traduisent à sa place, et donc du coup on essaye de lui faire répéter pour voir si lui aussi a compris et pouvoir le réutiliser par après.